Donc, bonjour à toutes et à tous, merci d'être connectés aujourd'hui pour la première rencontre Mine Paris Alumni. L'idée, c'est de se retrouver chaque mois par visioconférence autour d'un diplômé, en l'occurrence aujourd'hui une diplômée de Mine Paris Alumni, pour qu'il nous parle de son activité professionnelle, de son parcours, de sa carrière, de son secteur d'activité, etc. Le format est simple, une présentation suivie de questions, et aujourd'hui, on va partir sur environ 50 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Là, c'est la première édition et on est ravi d'accueillir Émilie Régnier-Lodi, donc promotion 2022 du master spécialisé exécutif RSEDD de l'Institut ISIGE de Mines Paris. C'est une phrase un peu longue. Émilie, elle est accompagnée, ils vont tous se présenter, mais accompagnée de Clément Marche et Florian Faribault. Donc pour les prochaines éditions, on a déjà un peu dans le pipe du ferroviaire, du nucléaire. Et n'hésitez pas à nous écrire pour dénoncer un camarade, une camarade qui pourrait être orateur, ou pour vous dénoncer vous-même, ça marche aussi. Je vous passe la parole, Émilie, Clément et Florian, et merci à vous d'avoir accepté d'animer cette première séance. Bonjour à toutes et à tous. Merci Théophile pour cette introduction. Nous sommes ravis d'être connectés avec vous aujourd'hui autour de la démarche de numérique responsable et qui va se dérouler en 3 temps. Donc, comprendre les enjeux du numérique responsable, quels sont les leviers d'action et aussi comment construire quelque chose de plus durable au sein de votre organisation. Donc, comme le disait Théophile, ce qui nous rassemble aujourd'hui pour certains d'entre vous, c'est d'être peut-être des alumni des mines de Paris. Et puis, ce qui nous rassemble avec Florian et Clément aujourd'hui et moi-même, c'est justement que, on va dire, la grande majorité de notre activité professionnelle est autour du numérique responsable. Alors, je vais laisser d'ailleurs la parole à Florian Faribault et Clément Marche pour se présenter, puisqu'on constitue aujourd'hui un groupe de travail sur le sujet qu'on va vous détailler un peu plus en détail juste après. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Et donc, c'est moi, c'est Florian Faribault. Je suis consultant indépendant en numérique responsable. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le numérique en tant que développeur, chef de projet, Scrum Master et coach agile. Et depuis un peu plus de 2 ans, je suis dédié au numérique responsable avec pas mal de sensibilisation, notamment au numérique responsable via la fresque du numérique, si vous connaissez déjà. Voilà, je passe la main à Clément. Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Clément Marche. Ce que je fais dans la vie, c'est que j'ai créé il y a une dizaine d'années une structure qui s'appelle Nuageo et qui accompagne les organisations vers un numérique plus responsable. C'est une société à mission sur le modèle de la perma-entreprise, si ça vous intéresse. Et au-delà de ça, j'ai pas mal d'engagements associatifs, à la fresque avec Florian, beaucoup, et également chez les shifters ou chez des belles associations comme Latitude. Et Voilà donc, pour pour moi. finir, en 2 mots me concernant, Théophile a déjà introduit que j'avais fait le master RSE et développement durable des mines. Précédemment, j'ai travaillé 14 ans en marketing et transformation digitale dans des entreprises de cosmétiques françaises. Et depuis 2022, je suis indépendante aussi, comme Florian, en conseil RSE et numérique responsable. Alors, nous vous disions précédemment que on allait vous parler de 3 temps qui vont rythmer notre échange. L'objectif du premier temps qui va être animé par Florian, c'est vraiment de bien comprendre les impacts du numérique. Très certainement, vous êtes déjà documenté, mais c'est de mettre des ordres de grandeur autour d'informations qui vont être clés pour ensuite envisager de déployer une démarche complète au sein de votre organisation. Le deuxième temps qui va être présenté par Clément, c'est comment agir, plus à titre déjà individuel en tant que salarié ou individu, dès le jour zéro après connexion à ce webinaire. Il y a déjà des actions qui peuvent être mises en place. Et enfin, le troisième temps, donc c'est la construction. Comment mettre en place une démarche systémique de numérique responsable au sein de votre organisation en sollicitant les parties prenantes clés avec qui vous pouvez interagir. Alors, le cadre de notre rencontre, donc 50 minutes où on va vous parler. On va essayer de garder 10 minutes pour les questions-réponses parce que très certainement, ça va évoquer des commentaires ou lever des questions. Il y aura, évidemment, on vous laissera le support de la présentation ainsi que l'enregistrement. Et on peut aussi prendre des questions dans le chat et y répondre après à la fin de la séance.
Alors, pour mettre justement un cadre autour de cette démarche de numérique responsable, on souhaite vous partager dès à présent la définition de l'Institut du numérique, de l'Institut du numérique responsable, pardon. Donc, qu'est-ce que c'est que le numérique responsable? C'est une démarche d'amélioration continue qui vise à réduire l'empreinte écologique, économique, tout en améliorant l'empreinte sociale du numérique. Et maintenant, je vais laisser la parole à Florian qui va animer et donner des chiffres clés, mais avant ça, peut-être vous faire un peu travailler. Tout à fait. Et pour ça, on va en fait utiliser l'outil Mentimeter que vous connaissez peut-être déjà. L'idée, c'est de vous partager en fait un lien qui va vous permettre de vous lancer dans les 10 questions qu'on vous a préparées. Je crois que c'est cet écran-là qui conviendra bien. Normalement, vous devez voir dans le partage d'écran marqué le numérique responsable en 10 questions. Vous avez un petit QR code et ou sinon vous avez en fait alors ça c'est affiché en haut, une information qui dit allez sur menti.com et utilisez le code 32 68 90 38. Donc normalement, quand vous faites ça, suivant la méthode que vous utilisez, normalement vous débarquez sur le petit quiz en 10 questions. Je vois des pouces qui augmentent. Donc, normalement, ça, vous êtes en train d'arriver. Si vous avez le moins de soucis, n'hésitez pas à vous signaler dans le chat pour qu'on puisse vous aider éventuellement. J'attends encore un tout petit instant et puis après, on lance les questions. Voilà, encore un tout petit instant et c'est parti. Il y a des questions pour lesquelles peut-être vous avez déjà la réponse, donc n'hésitez pas aussi à jouer un petit peu de la rapidité parce que ça compte. Il y aura un petit classement à la fin. C'est juste pour jouer, hein, c'est pour un peu s'amuser. Et puis il y a des questions qui sont peut-être un petit peu plus, voilà, où il y aura peut-être un petit peu plus de réflexion. Ça dépend de votre niveau. On a essayé aussi à ce que ça soit, voilà, qu'il y ait vraiment les incontournables, mais aussi qu'on creuse un petit peu certains sujets. Voilà. Allez, c'est parti. Effectivement, 22 personnes. Allez, c'est parti. Première question. Donc moi, je fais le partage d'écran en même temps. Normalement, vous avez votre device parce que vous aurez les réponses aussi qui s'afficheront avec mon partage d'écran. Ok, effectivement, la bonne réponse. Donc, parmi les types d'équipements, le type d'équipement qui est responsable de la majorité des impacts environnementaux liés au numérique, effectivement, là, ce sont bien les équipements utilisateurs. Et il y a souvent cette réponse qui revient des data centers en réalité. Ils ont effectivement un impact environnemental, bien sûr, au niveau principalement aussi énergétique et consommation en eau, mais aussi tous les devices qu'il a fallu fabriquer pour les serveurs. En revanche, en termes d'ordre de grandeur, les équipements utilisateurs représentent quelques dizaines de milliards d'équipements quand on inclut aussi l'IoT. Donc en fait, en termes d'ordre de grandeur, c'est pas du tout la même échelle et ce qui explique pourquoi on a cette statistique-là. N'hésitez pas à demander plus d'infos dans le chat si besoin. On poursuit avec la question suivante. Quand on parle d'empreinte environnementale du numérique, de quoi parle-t-on? Eh bien, bravo pour vos réponses. Je vais vous donner
faire afficher la réponse. N'hésitez pas à regarder le partage d'écran parce que de souvenir l'ergonomie de Menti sur cette question précise, quand c'est des questions à choix multiples, ne vous affiche pas les réponses. Et donc, dans le partage d'écran, ça j'affiche les bonnes réponses. Et en fait, c'était toutes les bonnes réponses, toutes les réponses étaient des bonnes. Et c'est là où on peut faire un focus sur chacun d'entre eux. Donc, déjà, effectivement, le numérique, ça consomme des énergies fossiles qui, quand on les consomme, contribuent au dérèglement climatique. On a effectivement aussi de l'empreinte énergétique, mais là, c'est précisé en hypercroissance. Mais bien sûr, on l'insiste sur ce point-là, parce que notamment avec certains nouveaux usages. Du stress hydrique, effectivement, notamment pour la partie fabrication, mais aussi dans l'usage, dans la partie usage. De l'érosion de la biodiversité, effectivement aussi, et l'appauvrissement des ressources minérales. Donc voilà, tous ces éléments sont effectivement des problématiques qui sont dues au numérique. Alors pas que le numérique, mais en tout cas le numérique est concerné par ces problématiques-là. On poursuit avec la question suivante. C'est parti. À l'échelle mondiale, quel est le taux actuel approximatif de recyclage des DEEE, donc déchets d'équipements électriques et électroniques? Donc là, avec toutes les étapes à l'intérieur, dont l'étape de collecte. Combien de pourcents? Eh bien, la bonne réponse était quelques pourcents seulement, et donc moins de 8%. Donc effectivement, c'est une valeur qui est très faible. Sachez que rien que pour vous donner une idée, seulement 17% à l'échelle mondiale est collecté en vue d'un recyclage. Donc, entre guillemets, c'est un peu mal barré quand on commence avec cette statistique-là. Et après, il y a d'autres contraintes qui sont liées au recyclage en lui-même, contraintes techniques, économiques, et qui font qu'effectivement, il y a un vrai sujet du côté de la fin de vie au niveau des DEEE qui représentent aussi une part importante en quantité à gérer, hein. On poursuit avec la question suivante. Ah, je reviens en arrière parce que ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que l'effet rebond? Il y a 4 possibilités. Vous êtes assez rapide à répondre. Et bravo, tout le monde a bon. Donc, je ne vous la fais pas. Effectivement, on va dire, petite précision, la dernière réponse, c'est la loi de Moore, une loi qui prévoit le doublement de la complexité des semi-conducteurs tous les ans à coût constant. Et effectivement, si on fait le focus, l'effet rebond, c'est bien une technologie qui permet, enfin, c'est le phénomène suite à une technologie qui est plus efficiente, moins énergivore, qui amène souvent, très souvent, à une augmentation de son usage et l'adaptation des comportements utilisateurs. C'est parti pour la quatrième question. Dans le secteur du numérique, quel pourcentage de femmes y retrouve-t-on? Bravo. Vous êtes la majorité à avoir répondu 30%. Effectivement, les femmes sont nettement minoritaires dans le monde du numérique. Et si vous prenez le monde de la tech et en particulier le monde du développement logiciel, on se retrouve avec des statistiques de l'ordre de 15%. Donc c'est très très faible. Le numérique est genré en fait. Voilà. Pour faire simple, le numérique est genré. On poursuit avec une nouvelle question. Parmi l'étude du WebAIM, quel est le pourcentage de pages n'ayant obtenu aucune
aucune erreur de conformité d'accessibilité numérique. Vous voyez dans votre écran qu'il s'agit d'une étude qui a scanné le million, je crois, de pages de souvenirs les plus vues dans le monde. Et effectivement, bravo pour la réponse, puisque c'est effectivement 4% seulement. Donc, parmi le million de pages les plus vues dans le monde, il y a seulement 4% de pages qui n'ont aucune erreur d'accessibilité. Donc, dit autrement, en fait, on est bien loin du compte en termes d'accessibilité numérique. Et c'est aussi un des enjeux du numérique responsable. Allez, on approche la fin du quiz. Selon l'INSEE, en France, en 2019, quel est le pourcentage de la population en situation d'électronisme? Et bravo aux 14 personnes qui ont répondu 17%. Effectivement, c'est le pourcentage le plus élevé parmi celles qui étaient proposées et qui met en évidence en fait que le numérique aujourd'hui exclut une partie de la population française. Bon, c'est valable aussi pour d'autres pays dans le monde, bien sûr. Et c'est aussi un sujet dans le sujet de l'accessibilité numérique. Donc, il n'y a pas que les problèmes liés au handicap que l'on pourrait avoir pour utiliser le numérique, mais il y a aussi des problèmes qu'on appelle d'électronisme, qui peuvent être liés au manque de compétences et ou au manque d'accès finalement aux infrastructures et aux objets numériques, hein, pour des raisons pécuniaires, mais aussi pour des raisons de connaissance, d'éducation, on va dire, d'apprentissage de l'outil numérique. Donc, quand on pense numérique responsable, on pense aussi inclusion numérique, pour faire une phrase un peu clé. Selon une étude publiée en 2018 sur les réseaux sociaux, les fake news ont-elles le même pouvoir de diffusion que les informations à contenu vrai? Est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bravo aux 11 personnes ayant répondu. En fait, elles se répondent 6 fois plus vite. Ça, c'est une information qui est essentielle, je pense, à partager aujourd'hui actuellement aussi par rapport aux élections récentes. Il y a le numérique a une capacité effectivement à répandre rapidement des informations trompeuses parce qu'elles vont avoir un pouvoir émotif fort et à ce titre elles vont se véhiculer très vite. Il y a d'autres stats comme le fait que le fait de retweeter sans avoir lu absolument complètement le tweet est souvent fait. Voilà, un pourcentage assez élevé de retweets sans relire ce qui a été mis. Voilà, un sujet de société. Et enfin, on arrive sur les deux dernières questions. Du côté de la DSI et de la CSRD, donc une question qui mixe en fait les deux notions, DSI et CSRD, quelle action prioritaire à mettre en place et dans quel ordre? Alors, je vais bientôt afficher les résultats. Ça se stabilise. J'affiche les résultats. Vous pouvez voir mon partage d'écran pour découvrir les bonnes réponses. Et en fait, toutes les réponses étaient bonnes, sauf le fait de compléter les 1200 données d'information. Ça, c'était pour mettre en évidence que dans le cadre de la CSRD, il y a un certain nombre d'informations, données d'informations à renseigner. Il y en a au total 1200. L'idée, c'est de mettre en évidence que non, vous n'avez pas besoin de répondre, en fait, de compléter
ces 1200 informations. L'idée, c'est de sélectionner celles qui, pour vous, sont pertinentes en premier lieu et d'amélioration continue, comme ça a été évoqué en toute introduction. Et pour les autres options, elles sont effectivement toutes bonnes à prendre. Concernant l'ordre, je vous propose de poursuivre pour la dernière question, pour le respect du timing. Allez, dernière question. Quand on parle des nouveaux enjeux liés aux IA génératives, de quoi parle-t-on? Vous avez 8 options. Allez, 3, 2, 1. Je vous invite à regarder le partage d'écran pour découvrir quelles sont les bonnes réponses. Et en fait, toutes les réponses étaient bonnes. Je vais me focaliser sur celles qui ont été un chouïa moins votées, peut-être. Donc, juste pour se le dire explicitement, effectivement, l'IA générative, en fait, introduit une très forte accélération de l'usage en lui-même et ainsi emmène le numérique vers encore plus de croissance. Donc, il contribue effectivement fortement à l'augmentation de l'empreinte environnementale du numérique. Il y a aussi l'avant-dernière option, elle augmente les risques de souveraineté numérique pour les pays européens, puisqu'en fait, la plupart des investissements qui sont faits dans le monde, c'est plutôt du côté des États-Unis et de la Chine. L'Europe est largement à la traîne sur les investissements faits auprès des nouvelles technologies d'IA générative. Et à ce titre, ça nous fait encore perdre du terrain en termes de souveraineté numérique. Donc il y a cet enjeu-là aussi qui émerge avec l'IA générative. Je ne vais pas rentrer dans tous les points qui ont été euh, évoqués, mais effectivement, tous ces enjeux-là sont présents et voire même changent d'échelle en fait avec les IA génératives. Et vous pouvez visualiser votre résultat ici même avec bravo à Johanna qui gagne le quiz, suivi de Dragonite et Boaty McBoatface. Merci à toutes et tous. Et je vous propose donc de poursuivre avec la présentation. Émilie et Clément vont prendre la main. Merci. Florian, est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Déjà, bravo, parce que vous êtes quand même, merci pour les retours, vous êtes quand même assez fort sur ce quiz, vous êtes bien débrouillé. Merci Florian pour avoir guidé ça. Je vais faire un petit résumé rapide sur les impacts du numérique. Je vais aller vite parce qu'il y en a beaucoup qui ont été évoqués. Alors, il y a évidemment des impacts environnementaux, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, la consommation de ressources abiotiques, qui est très vrai pour le numérique, les pollutions, l'acidification des sols, de l'eau, de l'air également, les divers déchets, on a beaucoup parlé des D3E. Et on a aussi tout un aspect qui impacte les humains et la société, les inégalités d'accès, les sujets de dépendance, d'impact psychologique, la surexploitation des biais cognitifs, par exemple, la dépendance stratégique que Florian commence à évoquer, l'impact sur la santé physique des personnes qui fabriquent vos équipements numériques, qui extraient des éléments qui permettent, notamment des métaux qui permettent de les fabriquer, ou qui les traitent dans certaines conditions une fois qu'elles ont été utilisées en fin de vie. Les enjeux autour d'un manque d'un numérique commun, quand on sait qu'il y a beaucoup de services numériques qui sont possédés, en tout cas édités, par des sociétés privées, souvent extra-européennes dans notre cas, et les conditions de travail de toutes ces personnes qui, comme je disais tout à l'heure, contribuent à fabriquer et à extraire les matériaux qui permettent de fabriquer vos équipements.
En fait, l'idée, c'est que ces impacts-là, le but, ça va être de les réduire pour tendre vers un numérique plus responsable. Et comment on va faire tout ça? On va vous donner quelques clés, des choses que vous pouvez mettre en place rapidement, c'est ce qu'on a appelé agir, sans forcément avoir une démarche structurée. Et puis ensuite, ce que vous pouvez construire un peu plus sur le long terme. Je jette un petit coup d'œil au chat. Vous l'avez vu dans le quiz, notamment sur les premières questions, on a vu que le cœur de l'impact environnemental du numérique, c'était le matériel et notamment les équipements utilisateurs. Et donc, ce qu'on pourrait avoir tendance à faire comme résumé, c'est se dire que le seul moyen d'action, ça va être de limiter la quantité de matériel ou d'augmenter leur durée de vie. Si on limite l'impact. Si on augmente la durée de vie, on limite aussi le renouvellement et donc la création, la fabrication de nouveaux matériels. Ben, c'est assez vrai, mais en réalité, si on essaie de comprendre quelle est la cause profonde, c'est pas tout à fait ça. En réalité, c'est nos usages et nos besoins qui vont venir impacter, piloter notre besoin en termes d'application, de fonctionnalités, de données sous-jacentes. Et plus on a des applications puissantes avec beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de données, plus on va avoir besoin d'infrastructures, de serveurs puissants et de périphériques puissants pour les faire tourner. Typiquement, si demain je prends une application qui a un besoin de connectivité énorme avec son serveur et qui a besoin d'avoir des équipements, notamment des smartphones connectés en 5G pour y accéder, bah, je vais devoir renouveler mon parc, changer mes périphériques pour pouvoir utiliser cette application-là et répondre à mon besoin initial. Et donc, ces infrastructures périphériques, comme on l'a vu, c'est ça qui a un impact sur la partie environnementale et sociale. Donc, en réalité, le pilote, le déclencheur, c'est vraiment nos usages et nos besoins qui vont ensuite décrire nos besoins en termes d'infrastructures et de périphériques et qui vont avoir un impact environnemental. Si on regarde un peu plus concrètement, on peut distinguer deux types d'impacts, des impacts sur les usages directement, en tout cas un impact lié aux usages directement et un impact lié au matériel. Ces impacts sur les usages, en réalité, par rapport au matériel, ils sont beaucoup plus petits. On parle souvent des emails, mais en réalité, un an d'email, c'est à peu près 300 grammes de CO2, 2600 emails. Vous en voyez peut-être plus, peut-être moins, mais dans l'idée, ça tourne autour de ça. Alors que la construction d'un ordinateur, c'est entre 130 et 300 kilos d'équivalent CO2. Je vous invite, si ça vous intéresse, on va pas le faire maintenant, mais vous aurez ce petit lien dans le support, impactco2.fr/numérique, et vous pourrez calculer l'impact de vos usages numériques au quotidien si l'exercice vous plaît. Et donc, en réalité, le message derrière tout ça, c'est que on peut agir à différents niveaux, directement sur le matériel, petite étoile qui vient d'apparaître, ou directement en réduisant nos usages, ce qui va avoir derrière un impact sur le matériel et donc un impact environnemental. Quelques bonnes pratiques pour questionner tout ça. Il faut déjà questionner notre besoin. Alors, c'est une méthode, la méthode BISOO, que vous avez déjà peut-être croisé par ailleurs, qui vous invite d'abord à questionner le besoin. Pourquoi vous voulez acheter quelque chose? Pourquoi vous voulez mettre en place un service numérique? Est-ce que vous avez un besoin de changement, de reconnaissance? Est-ce que vraiment la mise en place de ce service est la meilleure façon de répondre à ce besoin-là? Est-ce que c'est forcément une réponse technologique dans le cas du numérique? Vous pouvez questionner votre besoin. Est-ce que ce besoin est immédiat? Est-ce que vous avez le S comme semblable? Est-ce que vous avez déjà un service qui répond à la même chose, au même usage, au même besoin? D'où vient le produit ou le service que vous allez mettre en place? Est-ce qu'il a été sourcé, fabriqué, conçu de manière responsable? Et est-ce qu'en réalité, le U, la fin du bisou, ce produit va vraiment être utile, ce produit ou ce service? Évidemment, cette méthode bisou est très générique, elle ne s'applique pas que au numérique, mais elle peut être très bien adaptée sur des cas professionnels comme sur des cas personnels dans le numérique. Je jette un coup d'œil au chat. Je vois qu'il est magnifiquement animé. Je suis aussi sur le chat, donc n'hésite pas. Sois serein là-dessus. Ok, ça marche, merci. Louange à la frugalité numérique, j'aime beaucoup. Alors, je vous ai dit un peu plus haut qu'on pouvait avoir un impact sur les usages, que ce soit au niveau
logiciel ou au niveau matériel. On va commencer par le matériel, c'est peut-être le cœur. On a tout un tas de bonnes pratiques, mais je vais vous en donner quelques-unes. La première, qui consiste en fait à prolonger la durée d'utilisation de nos équipements, c'est acheter d'occasion ou reconditionner. Attention, quand vous achetez reconditionné, à essayer d'avoir une phase entre le moment où la personne qui a l'équipement qu'elle cherche à reconditionner et le moment où vous le récupérez, qui soit pas trop importante. Si vous avez un reconditionneur qui récupère le téléphone, qui l'envoie à l'autre bout du monde, qui rajoute une housse, du packaging, qui le réimporte en France, en termes d'impact, c'est pas terrible. Par contre, si vous reconditionnez de manière raisonnée et locale, c'est plutôt très positif. La deuxième chose, ça peut paraître un peu évident, un peu bisounours, mais prenez soin de vos équipements. Et ça, c'est pas simplement une bonne pratique individuelle, c'est une bonne pratique en entreprise. Mettez des coques de protection, des écrans de protection sur vos téléphones, des housses sur vos ordinateurs. Ça va permettre d'augmenter leur durée de vie, de limiter les réparations, de limiter aussi les changements. Ça va avoir un impact environnemental qui sera très positif. Et la dernière chose, en dernier recours, quand vraiment vous ne pouvez plus réparer, réemployer, réutiliser vos équipements, assurez-vous qu'ils vont être traités correctement. En entreprise, c'est une obligation. Vous devez envoyer vos D3E, vos déchets d'équipements électriques et électroniques, en filière de recyclage, notamment chez Écosystème et d'autres. Pour les particuliers, on a encore quelques progrès à faire parce que le taux de collecte des déchets électroniques et électriques en France, il est de 56%, même s'il est bien meilleur que le taux au niveau mondial. Mais je vous incite à continuer dans cette voie. Donc, 3 bonnes pratiques matérielles, acheter d'occasion, prendre soin de ses équipements et assurer le traitement des déchets. Côté usage, pareil, j'en ai choisi quelques-uns, j'aurais pu en prendre d'autres. Désabonnez-vous ou désinstallez, décommissionnez les applications et les services que vous n'utilisez plus en tant qu'utilisateur ou en tant qu'équipe informatique. C'est vraiment un levier à la fois environnemental mais aussi économique. Limiter l'espace d'utilisation dans le cloud, on parlait d'effet rebond tout à l'heure. Le cloud permet d'avoir accès à de l'espace de stockage de manière assez simple, souvent, parfois en tout cas, moins cher. Essayez d'éviter puisque vous pouvez stocker énormément de choses, faites-le uniquement quand c'est pertinent, quand c'est utile. Et la dernière chose, on sait qu'aujourd'hui, le cœur du trafic Internet, c'est la vidéo. Quasiment 80% du trafic correspond à de la vidéo. Donc, quand vous utilisez de la vidéo, que ce soit en diffusion, en streaming, même en visio, essayez de réduire la qualité de cette vidéo. Vous aurez un impact assez important. Je te passe la main, Émilie, pour la suite. Est-ce que tu veux que je garde le partage d'écran? Oui, tu peux le garder. Merci Clément. Ça marche. Alors, en effet, on va passer à la partie construire, le troisième temps de notre échange. Donc, Clément parlait de démarche systémique et elle s'applique, cette démarche systémique, aussi à l'organisation. Et là, on peut aller à la cartographie réalisée par Green IT. Merci. Qui finalement montre que le numérique responsable s'inscrit parfaitement dans la démarche RSE de l'entreprise. Alors, tout d'abord, on s'aperçoit de quoi? Que sur le pilier, évidemment, économie, aujourd'hui, le numérique représente en France un bon pourvoyeur d'emplois. Les derniers chiffres que j'ai pu obtenir sont de Numéum et il y a 36 000 emplois qui ont été créés dans le numérique en 2023. Après, il y a le volet social. Donc, le volet social, ce sont toutes les initiatives qu'on appelle Faire IT et qui visent finalement à avoir une certaine traçabilité dans la chaîne de valeur des équipements et des usages du numérique. Et enfin, l'IT for Good, c'est-à-dire toutes les initiatives autour du numérique qui ont une portée d'inclusion, de diversité et qui visent à avoir un impact positif sur la société.
Enfin, évidemment, le pilier environnemental de la RSE et du numérique responsable, et là, qui concrètement se décline en l'éco-conception, soit de vos matériels, de votre parc informatique, mais aussi de tous les services que vous pouvez développer, que ce soit logiciel notamment. Ensuite, l'IT for Green, on en entend beaucoup parler aujourd'hui et le salon Vivatech était là pour le rappeler. Oui, la technologie peut servir le déploiement de solutions qui permettent de mieux monitorer les émissions et de façon générale les externalités négatives d'une entreprise, mais toujours en faisant attention que l'IT elle-même soit green aussi. Donc, c'est une façon de vous montrer que le numérique responsable, la démarche de numérique responsable et la démarche de RSE s'articulent parfaitement et que l'une et l'autre vont travailler de concert. On peut passer juste après. Merci. Donc là, c'est justement une cartographie qui a été réalisée, enfin un diagramme par Nuageo, donc l'équipe de Clément, qui montre que l'ADSI, du fait de ce caractère systémique, s'intègre au niveau stratégique, c'est-à-dire que l'ADSI doit se mettre en relation avec la RSE et avec les fonctions stratégiques de l'entreprise. Ça, c'est un état de fait si on veut vraiment que le numérique responsable ne soit pas quelque chose de piloté dans un petit coin, mais que ça ait vraiment une portée large et qui concerne l'intégralité de l'entreprise. Ensuite, ça va se décliner en pilotage de démarches opérationnelles. Donc, on est plus sur du fonctionnement quotidien, comment le numérique responsable va impacter l'organisation et aussi la gouvernance. Enfin et surtout, ce pilotage et ces démarches opérationnelles de numérique responsable s'appuient sur une implication humaine forte par deux volets. Non seulement la sensibilisation qui vont apporter des connaissances nécessaires, et j'ai l'impression que vous commencez à bien les avoir compte tenu des super résultats que vous avez obtenus au test, mais aussi en termes de compétences. Et là, ça va toucher plus le volet formation. Donc, ce pilier humain est clé et on va vous montrer juste après comment il se décline. Alors, juste après, encore après, mais excusez-moi, on va rester sur cette slide-là. C'est que, évidemment, avant de passer aux compétences et à la formation, il y a une mobilisation qui est nécessaire de vos parties prenantes. Donc là aussi, on continue d'emprunter finalement aux techniques et aux apprentissages de la RSE, donc de la responsabilité sociétale des entreprises. Une fois que vous voulez vous lancer dans une démarche de numérique responsable, la première chose à faire, c'est de cartographier votre écosystème et donc vos parties prenantes. Donc, d'une part, vos parties prenantes internes, à commencer par les salariés et les collaborateurs, aussi le référent RSE et bien évidemment les instances décisionnaires et les investisseurs, à savoir le comité exécutif et les actionnaires. Donc, c'est vraiment, et c'est indiqué là à l'écran, je vais malheureusement pas pouvoir rentrer dans le détail, mais chacune de ces parties prenantes, en tant qu'acteur du numérique responsable, vous avez une influence, un impact sur elles, et elles, à leur tour, vont pouvoir vous aider à agir dans le déploiement de votre démarche. On peut passer à la suite. Merci beaucoup. Donc, pour revenir sur la partie sensibilisation et formation, on vous a parlé de la fresque du numérique en introduction. C'est un outil effectivement très utile pour aider à la sensibilisation sur les enjeux environnementaux du numérique. Il y a d'autres outils de sensibilisation tels que la bataille de la tech de l'association Latitude, la fresque du climat, bien évidemment, pour avoir une première base de connaissances en sensibilisation, enfin en enjeux environnementaux. Et l'INR aussi est un pourvoyeur de connaissances open source très reconnu et utile pour vraiment passer à l'étape supérieure sur le sujet. Le Digital Cleanup Day est une association qui permet de mettre en place des actions au sein des entreprises qui permettent de finalement intégrer des logiques de recyclage, mais aussi d'allongement de la durée de vie et de nettoyage des données. Pour ce qui est du volet formation, la base est évidemment la sensibilisation aux enjeux environnementaux.
Ensuite, les 3 autres sujets clés dans une entreprise, et ça va un peu dépendre de votre secteur d'activité, ça va être bien évidemment tout ce qui a trait à l'éco-conception des services numériques. Alors que vous soyez vous-même développeur de services numériques ou si jamais vous achetez du service numérique, faire attention à la façon dont ils ont été conçus, en l'occurrence éco-conçus. Ensuite, la mesure de l'empreinte climatique, ça c'est quelque chose qui peut être fait aussi à un niveau, en interne par vos collaborateurs, en passant notamment par les données qui sont proposées par l'INR. Enfin, Florian en a parlé en introduction, tout ce qui est inclusion et accessibilité sont aussi des sujets sur lesquels vous pouvez faire monter soit vous-même, soit vos collaborateurs en compétences et éventuellement nommer un référent qui va permettre d'articuler ces problématiques plus sociales au sein de votre démarche de numérique responsable. Alors maintenant, qu'en est-il une fois qu'on a fait cette cartographie des parties prenantes et que vos collaborateurs sont sensibilisés et ou formés, c'est de positionner le numérique responsable au cœur des dispositifs opérationnels de vos équipes IT, mais pas seulement. Alors, 3 étapes. Donc, la première étape, c'est de réaliser un auto-diagnostic. Donc ça, puisqu'on vous a parlé et que vous l'aviez parfaitement en tête, que votre parc informatique, finalement, c'est un des premiers, une première, comment dire, la première source d'impact environnemental du numérique, ça va être de calculer l'empreinte environnementale du parc informatique qui est au sein de votre organisation professionnelle. Là encore, vous avez des données open source qui vous donnent accès à ça et de façon à le réaliser de façon assez facile. Il faut évidemment aussi, pour cela, la date d'attribution du matériel. Ensuite, vous pouvez faire la cartographie des acteurs et de votre portefeuille produit. Donc là, c'est vraiment en passant par le volet achat. Et enfin, réaliser la cartographie de vos données et tout ce qui a trait aux architectures IT et aussi à vos infrastructures. À partir de là, une fois que vous avez posé votre plan d'action, votre auto-diagnostic, vous pouvez passer au plan d'action. Et là, je dirais que l'étape numéro 1 serait d'entamer une démarche avec vos achats et plus précisément, évidemment, vos achats de numérique, de façon à voir comment vous pouvez, dans votre chaîne de valeur, aller chercher des informations relatives à l'impact. Donc là, on sort un peu de l'impact direct, mais c'est vraiment nécessaire puisqu'on sait que 90% de l'impact environnemental est dans la chaîne de valeur amont. Un plan de diminution d'utilisation des ressources. Donc là, Clément en parlait juste avant. Comment faire pour questionner le besoin de façon opérationnelle au quotidien, mais aussi un plan d'optimisation de vos données, de vos logiciels et des architectures que vous aurez pu réaliser à partir de l'autodiagnostic dans l'étape d'avant. Si vous êtes à la tête ou vous travaillez dans le cadre d'une entreprise de services numériques, donc une ESN, là, il y a un vrai sujet de se dire, mais comment je questionne mon produit, mon service, mon offre, comment je peux essayer de la faire transitionner sur quelque chose sur un produit qui intègre le numérique responsable, soit le faire évoluer, soit pourquoi pas en créer un complètement de toutes pièces et nouveau. Enfin, la troisième étape, c'est évidemment la mesure. Donc, Florian a commencé à parler du sujet de la CSRD. Vos indicateurs ESG, donc environnement, social et gouvernance, sont clés pour être en conformité avec la directive qui est en train d'être déclinée, de l'Europe à la France. Et là, l'objectif, c'est pas de faire tout un argumentaire sur le sujet, mais simplement de vous dire que essayez dès le départ de votre démarche de numérique responsable de faire en sorte que la mesure de votre plan d'action reflète évidemment les actions que vous voudrez mesurer, mais qu'elle soit aussi en conformité avec tout le référentiel de la CSRD, de façon à ne pas avoir à faire le travail plusieurs fois et de pouvoir avoir un langage commun par rapport aux parties prenantes externes qui pourraient attester de vos bonnes pratiques. Je vais aller assez rapidement sur ces premiers pas avec vos fournisseurs, puisqu'on évoquait dans le plan d'action la nécessité d'aller sur une démarche d'achat responsable en numérique plus particulièrement. Là, c'est vraiment 6 étapes pour se dire comment, à partir de mon portefeuille de partenaires avec qui je collabore,
comment je cherche à obtenir des informations et comment j'engage un dialogue constructif sur le long terme de façon à pouvoir obtenir les informations nécessaires et aussi faire évoluer les choses selon le rapport que vous entretenez avec ces partenaires-là. Donc, c'est 6 étapes qui permettent finalement de démarrer de zéro si c'est pas encore fait dans vos organisations, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez vaste et complexe sur lequel il est nécessaire vraiment de mettre en place des priorités pour aller au plus juste dans les travaux à entreprendre. Évidemment, on vous parlait initialement de l'intégration au sein de la stratégie d'entreprise. La mobilisation des dirigeants est clé et c'est vraiment ça qui va donner un coup d'accélérateur aussi à votre démarche de numérique responsable. Donc là, vous voyez à l'écran plusieurs organisations qui permettent soit d'engager vos dirigeants, soit de les mobiliser et aussi de mettre en place des démarches qui engagent aussi de la structuration en interne, telles que des labellisations ou des normes qui peuvent permettre aussi de donner vraiment toute sa résonance auprès de la direction sur un projet de cette envergure-là. Je vais conclure enfin, compléter et conclure assez rapidement pour on ait du temps d'échanger. Merci, Émilie. En revenant, on a parlé beaucoup de numérique responsable. Je pense que vous avez retenu que c'était une démarche qui était systémique, qui avait une approche qui était à la fois top-down et bottom-up, avec une vraie volonté d'entreprise d'évolution sur ses pratiques informatiques, mais qui dépasse le simple département informatique, et une prise en compte des actions individuelles pour les remonter, pour les systématiser, qui était ultra importante aussi. Si maintenant on se concentre un petit peu sur le département informatique, qu'est-ce que ça pourrait être la vie d'un projet et quelles sont les actions qu'on peut prendre au fur et à mesure de ce projet pour tendre vers un numérique plus responsable. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la bonne nouvelle, il y en a deux. La première, c'est que ça ressemble à un projet classique. Vous allez vous poser des questions sur le cadrage du projet, sur le design, sur l'architecture, sur la résilience de votre application, de votre service numérique et sur sa fin de vie. Donc, ça ne change pas fondamentalement en termes de structure. Par contre, vous allez peut-être aller un peu plus profond en tout cas, vous poser un peu plus de questions sur certaines parties ou d'autres parties, ou vous posez des questions avec des critères d'évaluation aux réponses qui seront un peu différents. Je vous donne 2-3 exemples. Vous avez questionné la valeur d'usage, par exemple avec la méthode des 3 U, qui est un peu le pendant simplifié de la méthode BISO. Est-ce que le service que vous allez développer sera utile, utilisable et au final utilisé? Vous allez essayer de faire attention au design, qu'il soit éco-responsable, c'est-à-dire qu'il essaie d'afficher des interfaces qui ont peu d'impact, peu de vidéos, des images assez légères, etc. Un design qui soit inclusif, qui permette aux personnes en situation de handicap d'accéder à vos services et de les utiliser. Et ça servira à toutes les personnes qui l'utiliseront. Des questions sur votre architecture, comment vous allez consommer la donnée, comment vous allez la repartager, comment vous allez gérer vos sources, etc. Ensuite, sur la vie actuelle de votre service numérique, des questions de résilience vous allez questionner vos besoins en termes de plan de reprise d'activité, de continuité d'activité. Est-ce que tout doit être renondé ou pas? De quelle manière ça doit l'être? Quel type de risque j'anticipe? Est-ce que j'anticipe uniquement des risques un peu classiques, panne d'électricité, ou est-ce que j'anticipe une rupture dans la chaîne d'approvisionnement de mes serveurs? Est-ce que j'anticipe un effacement du réseau de la grille électrique parce que le gouvernement me le demande? À vous de les identifier. Et surtout, vous allez gérer la fin de vie. Vous allez décommissionner, quand elles ne sont plus utilisées, vos applications et vos équipements. Et ça, en termes de levier économique et en termes de levier environnemental, c'est extrêmement puissant parce que vous allez libérer des infrastructures, vous allez libérer des coûts de maintenance et en plus, opérationnellement, vous allez éviter d'avoir à garder un œil sur des applications qui ne sont plus utilisées. Pour finir, au-delà des apports environnementaux et sociaux d'une démarche numérique responsable, vous avez, je l'ai évoqué juste avant, un avantage financier dans la plupart des cas, un avantage organisationnel sur plus de simplicité, sur aussi créer de la cohérence entre les aspirations personnelles des personnes et leur manière de travailler.
Vous avez aussi un avantage réglementaire. Florian parlait déjà un petit peu de CSRD. Si vous travaillez au sein de collectivités territoriales, vous avez la loi Rennes qui vous oblige à avoir une démarche numérique responsable, en tout cas qui vous obligera à partir du 1er janvier 2025 en avoir une et qui vous oblige à y réfléchir depuis 2023. Et puis potentiellement, vous allez avoir un avantage concurrentiel, un bénéfice sur votre marque employeur, sur votre image de marque, en vous disant que vous, en tout cas vous, et j'espère d'autres aussi, auront compris que l'informatique, ce n'est pas que virtuel, ça a un impact bien réel et potentiellement, ça peut avoir aussi un bénéfice sur votre modèle d'affaires au sens large. On vous laissera quelques ressources pour aller plus loin, mais si c'est OK pour le moment, on vous propose de prendre et de répondre à vos questions.